Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc une petite récréation méridionale avec un accent girondin qui va vous porter au minimum de Stendhal 1838 Voyage dans le midi de la France en 2050 lorsqu'il y aura une submersion marine et qu'il n'y aura plus de bassin, d'Arcachon et de Soulac, plutôt de Soulac. Donc, second élément, j'ai ici un point de vue totalement hétérodoxe, puisque je n'ai pas, en tant que bobo bourgeois bordelais, de résidence secondaire à Arcachon utilisant le train, mais, grâce à ma douce moitié, une résidence à Arès, bassin nord, et nous avons notre maison qui est en face de la gare d'Arès, allée des Cheminots, qui appartient à la ligne, à la Société des chemins de fer économiques, avec à la fois la Gironde, avec un excellent ouvrage de Patrice Durbin. J'en profite ici pour souligner que Francis Bossire m'a communiqué l'excellent texte de synthèse de Patrice Durbin, qui a priori fera partie de la publication, sur la ligne Bordeaux-Soulac, qui est en fait une véritable antenne atlantique, tandis que Bordeaux, comme l'a bien souligné Georges Ribey hier, est surtout devenu une banlieue bordelaise dans une métropolisation, dans une conurbation, et si ce n'est pas pour rien, en discutant hier avec Pierre Zambry, qui m'a donné la date précise de la loi du 27 décembre 2023 sur les RER métropolitains, et nous terminerons par cette question qui avance lentement, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, avec une entente parfaite, bien entendu, entre le conseil régional, la métropole, la municipalité, toutes les planètes étant ici alignées. Dernier élément général, ma communication est fondée sur un ensemble donc de travaux qui représenteraient des kilomètres linéaires pire que la bibliothèque de Georges Ribey. Pas mal de publications de ma part, mais qui sont centrées surtout sur l'histoire du tourisme, puisque j'ai 3 jambes, le modèle suisse, chemin de fer, électricité et tourisme. Mais la dernière partie, puisque ça sera en 4-7, porte justement sur la question du RER métropolitain, et je laisserai mes amis géographes compléter, bien entendu, ce sera juste une mise en bouche. Alors, ici, le catalogue d'une exposition à laquelle j'avais participé sur Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938, parce que lorsqu'en mars 1838, Stendhal évoque la folie du chemin de fer, expression qui s'est emparée des Bordelais, il évoque l'entreprise ferroviaire qui a conduit à l'inauguration en juillet 1841 de la ligne de chemin de fer Bordeaux-La Teste, qui est quand même la 4e ligne ouverte aux voyageurs en France et la première du Grand Sud-Ouest. Simplement, construite et exploitée par une société anonyme où dominaient les grands intérêts bordelais, mon analyse n'est pas une analyse d'histoire, de business historique, d'histoire économique proprement dite, son objectif prioritaire n'était pas du tout la promotion des bains de mer qui était par définition balbutiante. La profitabilité projetée reposait sur un flux de trafic de produits de la mer vers la métropole régionale et sur la mise en valeur forestière et agricole des Landes girondines. Donc ce qu'il faut déjà bien voir dans la perspective de la desserte ferroviaire d'Arcachon, c'est un projet avec de multiples emboîtements locaux, régionaux, de mise en valeur avec une idéologie saint-simonienne au sens large, qui a pu être réactivée particulièrement par le programme d'électrification de Jean-Paul Paul et au-delà dans l'entre-deux-guerres, puisque la spécificité de la Compagnie des chemins de fer du Midi a été d'électrifier sur le modèle suisse une grande partie de ces lignes, dont effectivement Bordeaux-Arcachon, Bordeaux, la Pointe-de-Molles d'embarquement du Verdon également, ça fait partie de cette stratégie. Alors, une personne qui est une Arlésienne, comme il y a Royan, l'Arlésienne, c'est notre ami commun, Hubert Bonin. Qui ne connaît pas Hubert Bonin? J'ai travaillé, je continue à travailler avec lui pendant 30 ans. Donc Hubert Bonin,
qui est le pape du bassin d'Arcachon et d'Arcachon, nous avions réalisé avec Rail Histoire, qui était encore la HICF, mais ça devait déjà être Rail Histoire, un colloque mémorable qui s'était tenu à Bordeaux aux archives départementales, Paris-Bordeaux en train, les 3 étapes de la modernité ferroviaire, 1844-2016, il aurait fallu mettre 2017 avec effectivement l'arrivée de la LGV, donc à Bordeaux bien entendu, on retrouve cette perspective. Et Hubert, j'aurais dû faire un enregistrement pour vous projeter la visio de Hubert Bonin, qui aurait véritablement harangué les foules sur les difficultés, lui, l'intermodalité entre le train et la baignade quotidienne dans le bassin d'Arcachon. Là, c'est juste une généalogie des compagnies de chemin de fer classiques que j'avais réalisées pour le catalogue d'exposition, pour bien comprendre. Ici, on ne voit rien, mais c'est fait exprès, pour que vous ne posiez pas trop, effectivement, donc, de questions. Donc, je reviens. Même si, à l'origine, le trafic touristique n'est accessoire, il connaît un succès croissant dès la monarchie de Juillet, avec ces trains de plaisir. On évoquait les trains de plaisir, ça n'a rien à voir avec Dominique Strauss-Kahn. Je rappelle que c'est l'appellation, donc effectivement, officielle. Donc, train de plaisir qui permettent un aller-retour dans la journée, j'y reviendrai. Donc, avec la progression sociétale économique du bain de mer du train de plaisir, où l'on baigne son petit doigt de pied, jusqu'au nu intégral des années 70, et on réhabille aujourd'hui tout le monde. Donc on a effectivement une pratique sociétale. Donc les vicissitudes de la crise de 1848, terme général qui permet d'aller vite, amènent la mise sous séquestre de la compagnie, je passe les étapes, rachetée en 1852 par la nouvelle compagnie des chemins de fer du Midi des frères Pereire sans et, donc Pereira, Démiurge qui purent nourrir un projet saint-simonien d'envergure avec la création ex nihilo, la création ville-champignon d'Arcachon. La création d'Arcachon par le rail n'était toujours pas un projet balnéaire prioritaire. Elle était tournée vers l'édification de la ville d'hiver, dessinée, on oublie trop cet aspect, pour une économie de la tuberculose, censée être adoucie et cachée par les senteurs balsamiques et iodées, avec en même temps des statistiques démographiques qui ont été sur l'état civil, sur l'état de mortalité qui ont été manipulées, et la contribution de nombreux médecins, dont un médecin d'ailleurs de la famille Pereire. Le prolongement La Teste-Arcachon fut ainsi inauguré solennellement par la Compagnie du Midi le 26 juillet 1857. Sa mise en service, alors ça c'est important, coïncidant avec l'érection d'Arcachon en commune indépendante, supplantant ainsi La Teste. Plusieurs remarques. 1. La question de la création administrative, de la carte administrative de la commune par rapport au balnéaire, c'est décisif. Second élément, on a toujours des rivalités, des duos, rivalités qui existent toujours aujourd'hui. Arcachon-La Teste, comme il existe aujourd'hui une rivalité bassin sud, Arcachon, bassin nord, le Cap-Ferré, puisque je rappelle que l'Èche-Cap-Ferré, jusqu'au début de l'entre-deux-guerres, dépendait de la commune de La Teste de l'autre côté. Donc l'Èche-Cap-Ferré n'a été érigé en commune de tête qu'en 1919, quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'ici, la dimension carte administrative, politique déjà, joue un rôle tout à fait déterminant dans les acteurs, dans les conflits et dans les conflits. Bien entendu, la genèse d'Arcachon doit être replacée dans un contexte européen, celui de l'avènement du concept de station balnéaire. Soulignons que cette mode britannique fit d'abord dans le Grand Sud-Ouest, avant Arcachon, la vogue de Biarritz, mais on va voir que Biarritz, c'est peanuts par rapport à Arcachon, en termes ferroviaires, et de Royan, mais Royan, je suis incompétent par rapport, je fais exprès par rapport à Francis, de juste citer le nom, avant même celle de la plage girondine. Les premiers travaux majeurs, c'est bien Alain Corbin, qu'on ne doit pas oublier, le territoire de vie de l'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, l'invention de la plage, donc au bout du rail la plage, c'est le titre de son dernier chapitre. Et l'invention de la plage est antérieure au chemin de fer. Donc attention à ne pas voir dans la généalogie. Donc sans avoir jamais évoqué jusque-là son rôle, l'étude se clôt d'Alain Corbin de façon très symptomatique par l'arrivée du train à Brighton en 1841, l'arrivée du rail qui déverse alors les foules.
Donc l'emploi de cette expression péjorative suggère directement la massification de la villégiature maritime suscitée par le chemin de fer. Or, à Arcachon, sa contribution va bien au-delà de l'accélération de la croissance des flux de voyageurs. On est bien au-delà de l'interaction chemin de fer-territoire. Donc ce n'est pas uniquement un changement d'échelle statistique, donc on a un processus plus ample et complexe, on a un processus avec une imbrication profonde entre l'économie des transports et l'économie du tourisme. Donc je vais insister en 3 sets et un 4e set contemporain sur 3 dimensions de l'histoire de la villégiature arcachonnaise, la création par la desserte, l'aménagement urbain par les investissements ferroviaires dans l'infrastructure et l'immobilier. Là, j'irai plus vite, parce qu'au fond, ce n'est pas le cœur de la question, qui serait ici de l'histoire urbaine, on dit ici non de l'histoire ferroviaire. La 3e question, très intéressante, la promotion continue par une politique commerciale qui est très classique, mais qui est quand même diversifiée. Et le 4e élément, à inscrire au fond dans une démarche de Jérôme Fourquet, le second ouvrage à l'an dernier, donc la France au fond des yeux, les 10 pages sur la Gironde qui sont un petit bijou sociologique, sur l'étude à la fois de la bobioisation, et pourtant dans le plus grand département de France, les territoires, Rassemblement national, etc., la question des gilets jaunes, de l'accès des transports, on retrouve bien cette question qui est tout à fait décisive de métropolisation, de RER métropolitain, de conurbation avec les Afro-Parisiens qui viennent envahir et qui changent la donne politique, économique et qui surenchérissent sur ce marché. Donc le premier set, la genèse de la station, mais je vais résumer chacun des sets, par la desserte ferroviaire, donc les Pereire et la Compagnie du Midi qui sont des démiurges au sens propre, avec ses représentations, ce qui n'empêche pas la crise et la faillite du crédit immobilier, mais ils ont su sécuriser. On a dit qu'il était terminé, il était loin d'être terminé. Les dernières recherches, il y a eu cette synthèse qui montre trop sur les aspects religieux passés, sur les aspects économiques, il y a une dizaine d'années, là, de la chercheuse néo-zélandaise ou australienne, sur les Pereire, il y aurait encore d'immenses travaux à réaliser. Bon, rapidement, Émile Pereire, député de la Gironde, Isaac Pereire, et puis surtout, la célèbre carte du hall de la gare Saint-Jean, que j'ai eu le plaisir de commenter devant 7 personnes lors de différentes animations, etc., qui a été, après l'action de la SNCF, et qui a ouvert un trou dans les Pyrénées, dans les centrales hydroélectriques, qui a osé enlever les centrales hydroélectriques, dont je demande à tous mes étudiants d'aller se recueillir devant effectivement cette carte qui prouve la puissance, l'incarnation profonde de la puissance ferroviaire, électrique, maritime, régionale, l'inscription derrière l'horloge de la gare Saint-Jean, l'ancien buffet. Donc c'est l'incarnation de la puissance territoriale de la Compagnie des chemins de fer du Midi. Et on reviendra là-dessus. C'est en fait, je rappelle que le réseau de la Compagnie du Midi est le réseau le plus électrifié de France. Pourquoi? Parce qu'il était le plus en retard, le petit dernier des grands réseaux, pas d'accès. Donc c'est la question Paris, là-dessus c'est révélateur, Paris, Arcachon, c'est certes Bordeaux-Arcachon, mais on va y revenir, c'est quand même quelque part. Donc je suis d'accord globalement, motion de synthèse avec Georges, mais le supplément international pour la vogue parisienne joue un rôle non négligeable. Je rappelle ici, avec cette carte des années 30, Bordeaux nœud ferroviaire, on voit bien vers Arcachon, avec la Motte, on va revenir, on voit bien ici, donc, il y avait 7 gares différentes au début, nœud d'interconnexion, rupture de charge, etc. C'est pas ici la question, mais on voit bien. Bon. Donc, Arcachon n'existe pas. Au début, Royan-Biarritz. Donc, il s'agit de l'histoire de la transformation d'un site girondin en plage, puis de la plage en station, qui est liée directement à l'amélioration de ce qu'on appelle depuis 20 ans l'accessibilité, c'est-à-dire la réduction de la durée du voyage depuis Paris, mais surtout depuis Bordeaux, grâce aux différentes étapes de ce qu'on appelle, faute de mieux, la révolution des transports, inscrite dans le désert des Landes girondines. Deux remarques. On est bien dans les Landes girondines, et je rappelle que le bassin n'existe pas, c'est le pays de Buch ou la Lèvre.
Je rappelle que le bassin est une création bordelaise du milieu du XIXe siècle. Michel Boilly a fait des tas de travaux, ce n'est pas l'objet ici de mon propos. Seconde remarque, il faut se méfier considérablement toujours de l'inscription des durées sur les affiches. Les durées sont chaque fois considérées comme optimales, et je rappelle quand même, moi qui suis un apôtre total, au-delà de ces externalités négatives, comme on dit, de l'électrification contre la vapeur, donc l'électrification, c'est quand même la sûreté d'exploitation. C'est quand même, ça amène une augmentation donc, de la régularité qui est quand même absolument considérable par rapport à la vapeur. Bon. Donc jusqu'en 1841, je vais vite, il n'y a pas de route, il n'y a aucun plaisir du voyage. Pour se rendre à la Teste, qui est fréquentée depuis 1823 par quelques pionniers fort courageux, il faut au minimum 14 heures. Pour franchir la Leyre, c'est catastrophique, on risque de pillards, donc il faut attendre l'inauguration de la ligne Bordeaux-la-Teste en juillet 1841, révolution décisive qui divise par 5 la durée des trajets. Il suffit désormais de 2 heures pour atteindre le Cap Talat-de-Buch, on appelle le Cap Talat-de-Buch, pays de Buch, mais il fallait ajouter 1 heure pour parvenir à Hérac, c'est-à-dire le côté à Arcachon proprement dit. Je ne parle même pas donc, du quartier du Huberbonin, donc le Moulot, donc les Abatis, le Pilat, etc., où il faut encore rajouter donc, beaucoup plus. Donc je rappelle que la promotion des bains de mer était très loin d'être l'objectif essentiel. Pourtant, l'engouement balnéaire est immédiat. Trouble de 1848 aggrave la situation financière mise sous séquestre. Donc l'intervention spectaculaire des Pereire, je rappelle que les Pereire, originaires à la fois de Bayonne, de Bordeaux, chantres du saint-simonisme, piliers du nouveau régime napoléonien jusqu'au début des années 1860, transforment l'accessoire, la vocation touristique du rail, en mission principale. En 1852-1853, en quelques mois, il s'assure définitivement un rôle primordial dans le développement économique du Sud-Ouest, en menant de front la constitution d'un grand réseau ferroviaire régional, le Midi, dont la ligne de la Teste représente le seul noyau préexistant, et l'achat spéculatif d'un ensemble de domaines dans les Landes girondines. Dans les Landes girondines, on oublie trop que les Landes, c'est un concept département des Landes, mais la dimension des Landes girondines est essentielle, y compris du Médoc avec des alliés pour les chemins de fer du Médoc, etc. Donc, c'est bien une décision majeure qui est prise en août 1852. L'artère Bordeaux-Mayonne emprunterait la ligne du chemin de fer de la Teste jusqu'à La Motte, l'embranchement de La Motte, promu au rang de gare d'embranchement. Conformément à ce choix, Bordeaux-Bayonne joue un rôle considérable pour l'aménagement et le développement de toute la région traversée. Elle ne fut mise en service qu'en mars 1855. Seul le prolongement du chemin de fer jusqu'à Arcachon permit cependant la transformation en station digne de ce nom. D'abord au début comme villégiature estivale mais limitée, mais rapidement, j'insiste, c'est la ville d'hiver. La ville d'hiver a la réputation nationale et internationale. Émile Pereire présente ainsi le projet en mai 1855 devant l'Assemblée générale des actionnaires du Midi. Citation généralement bien connue, mais je résume. Nous avons fait étudier un prolongement du chemin de fer de la Teste aboutissant au centre des habitations qui, depuis l'établissement de cette ligne, se sont élevés comme par enchantement à Hérac, près des Bains et de la chapelle d'Arcachon. Là où il y a 15 ans, il n'existait même pas une simple cabane de pêcheurs, il s'est établi une ville dont l'importance s'accroît chaque année, qui pendant la saison des bains de mer, on a quand même des saisons des bains de mer, année 1850, sert de rendez-vous à la population de Bordeaux et des départements voisins, et qui dans les dernières années a reçu de nombreux visiteurs de Paris, d'Angleterre et d'Allemagne. Cette agglomération nouvelle est éloignée de la gare terminus du chemin de fer de la Teste d'environ 6 km. En été, les omnibus sont insuffisants pour combler cette lacune. Pour obvier à cet inconvénient, on a réclamé un prolongement. Donc on voit bien dans ce discours une double logique classique d'intérêt général, d'utilité publique et de profit des entrepreneurs, de rémunération
des actionnaires. On a bien une symbiose entre desserte ferroviaire et développement touristique. On a toute une série d'acteurs, d'ingénieurs autour des PRR, notamment Adalbert de Gaulle, à la fois ingénieur, grand propriétaire, notable arcachonnais, je résume, allié des PRR, qui signe en décembre 1855 avec le Midi le marché de construction de la section La Teste-Arcachon. On revenait sur la proposition que l'étude des chantiers de construction, c'est chaque fois vraiment très intéressant. Donc, c'est fait tout à fait rapidement. Inauguration le 26 juillet 1857, avec la présence de tous les grands corps, la bénédiction solennelle de la nouvelle loi par le cardinal Donnet. C'est classique, là, on a eu un colloque sur les inaugurations transfrontalières à Railly Histoire, donc au mois de novembre. Donc là, c'est toutes les inaugurations, cérémonies donc impériales ou républicaines. Ça ne change pas grand-chose, classique. Ce qui est intéressant, c'est la création du bâtiment définitif de la gare en 1864 sur les plans de l'ingénieur en chef Regnault, donc pour accueillir des étrangers de distinction, avec un monumental buffet-restaurant chinois, illustration d'une des vogues exotiques de l'époque. Je n'insiste pas parce que quand même un buffet chinois, à l'époque c'est la modernité absolue, parce qu'il y a quand même 375 becs de gaz. 375 becs de gaz avant l'électrification, donc l'éclairage par le gaz. Grâce à cette desserte ferroviaire complète, le trafic de la ligne connut une progression immédiate. Je passe les statistiques. Donc les PRR comprennent, dès le milieu des années 1850, que la qualité de la desserte et de l'infrastructure ferroviaire ne suffisent pas. Il faut inventer un concept multisaisonnier, un concept touristique multisaisonnier, en établissant les vertus thérapeutiques du site. Pendant naturel des valeurs hédonistes de la villégiature balnéaire. Les frères saint-simoniens rêvent d'intégrer à leur logique entrepreneuriale l'économie du soulagement de la souffrance du corps et des âmes, de même qu'ils exploiteront mieux, ça c'est important la comparaison, quelques années plus tard, la manne commerciale miraculeuse des pèlerinages lourds, une excellentissime affaire commerciale. Donc ils devinrent les promoteurs actifs de l'établissement d'un sanatorium ouvert sur les rives du bassin. Les investissements ferroviaires devaient séduire et fidéliser la clientèle des phtisiques fortunés, dames aux camélias, baisers aux lépreux, donc Mauriac, etc. On cache les familles, on cache effectivement. Alors comment les PRR aménagent cette ville nouvelle? En 1857, Émile Pereire, à nouveau, présente son projet au ministre des Finances, Pierre Magne. Classique, je vais résumer. Nous demandons que dans la forêt domaniale d'Arcachon, le gouvernement nous concède 400 hectares de terrain. Nous prendrons l'engagement de consacrer la moitié de ce terrain à l'établissement d'un casino indispensable, de ses dépendances, promenables pour les piétons, les cavaliers, et d'y dépenser 300 000 francs dans les 2 années. Nous nous réservons de faire de l'autre moitié tel usage qui conviendra à nos intérêts. Donc il y a tout un discours sur le développement des landes. L'été, la population viendra pour des bains et jouir de la fraîcheur des rivages, mais aussi pendant l'hiver, pour y trouver à l'abri de la forêt une température plus douce et un air plus favorable à la guérison de beaucoup de maladies. Donc j'insiste, on a vu hier qu'il y avait un discours sur le sable, la qualité des sables, il y a un discours sur la qualité de l'air. Donc c'est bien la naissance du concept de la ville d'hiver. Ce chantier de la ville d'hiver, il va quand même très rapidement, de 1862 à 1865, sous la direction de Paul Regnault, ingénieur en chef de la construction de la compagnie. Il y a quand même 1500 ouvriers pendant 3 ans. L'infrastructure donc ludique, en dehors du buffet-restaurant chinois, on va le voir dans les affiches, hein, et il y a l'extravagant casino mauresque et les dépendances. Casino mauresque, qui est une synthèse de l'Alhambra de Grenade et de la mosquée de Cordoue. On voit bien la mise en scène arcachonnaise d'un exotisme très éclectique. De toute façon, sous le Second Empire, c'est l'éclectisme absolu. On voit bien Viollet-le-Duc, je n'insiste pas, mais c'est assez passionnant, très travaillé en histoire de l'art et en histoire de l'architecture.
Donc, surtout, c'est un hymne à l'éclairagisme. Moi qui adore l'éclairage quand même et l'énergie, c'est très inspiré par le Crystal Palace de l'exposition de Londres en 1851, donc 80 lustres luxueux alimentés au gaz. Donc, inauguré en 1863, le Casino Mauresque, c'est le centre de la vie mondaine. On va le retrouver dans les affiches ferroviaires. Les affaires marchent parfaitement, le lotissement bat son plein. Je vais directement donc au total. On a aménagement donc d'un parc urbain à l'anglaise, dédié à la cure marine et térébenthynée, fondé sur les représentations thérapeutiques de l'herbe balsamique, du sirop à la sève de pin. Les premiers chalets, on a vu les chalets, qualifiés rapidement de villas. Il y a toute une évolution du vocabulaire. Conformément au goût antique et italianisant de l'époque, furent livrés pendant l'hiver 1863-1864. Donc au total, en 1878, la ville d'Hiver comprenait plus de 90 villas qui sont des joyaux. Quand on va à Arcachon, les visites organisées de la ville d'Hiver sont vraiment un joyau absolu. Et bien entendu, il y a l'immense parc privé, le parc Pereire. Émile Pereire se fit édifier un somptueux chalet en reproduisant le style des chalets du pays de Bade. Donc on voit ce modèle germanique, on voit ce modèle effectivement alpin, dont les stations thermales étaient alors fréquentées par le Gotha européen. Je rappelle que Émile, après avoir passé la nuit à travailler en chemin de fer, avec une lampe accrochée au plafond de leur coupé, Émile et son cadet Isaac quittent leurs activités parisiennes pour venir goûter assez régulièrement un précieux repos familial, presque jusqu'à leur décès respectivement en 1875 et 1880. La Compagnie du Midi construit en plus, je n'insiste pas, un grand hôtel, sur le modèle du Grand Hôtel de Paris, bâti 3 ans plus tôt par la compagnie immobilière de la rue de Rivoli, qui fait partie de leur empire, hein, c'est vraiment un empire. Donc en fait, outre l'aménagement de l'infrastructure technique ferroviaire, de l'infrastructure ludique et de l'infrastructure immobilière, il faut quand même réunir 3 conditions pour assurer le lancement national et international de la ville d'Hiver auprès d'une clientèle cosmopolite. Premier élément, obtenir la caution du couple impérial, je vais résumer en 1 minute, mobiliser le corps médical, très intéressant, et la renommée arcachonnaise, diffuser la renommée arcachonnaise par des publications idoines. On l'a vu hier en particulier avec Georges, qui ce matin encore nous a montré sur Royan. Il a un petit bijou de Royan que Christine a failli maculer avec les tasses de café ce matin. Donc il y a les publications locales, dont la première caution fut obtenue par 2 visites impériales. La première a été un échec absolu le 10 octobre 1859. Il a plu, c'était infernal, mais la caution, c'est le 6 octobre 1863. Consécration souhaitée. Magnifique temps d'arrière-saison, c'est vrai quand même. Le bassin, la meilleure saison, c'est septembre-octobre, classique. L'empereur, accompagné notamment de Mérimée, important, se rendit directement de la gare à la Villa Pereire, rendant ainsi un hommage appuyé au concepteur de la ville d'Hiver, et il suffit de prononcer un nombre de phrases, il a simplement parlé d'un séjour enchanteur. Donc aussitôt, bon. Second élément, le milieu médical. Pour convertir l'ensemble du milieu médical, la Compagnie du Midi organise et paye à grands frais en l'automne 1865 un congrès national de médecine. Congrès national de médecine, c'est pas rien. 215 médecins qui passent la journée du 8 octobre à Arcachon, ils banquettent, donc le taux de cholestérol, le taux d'acide urique a dû effectivement gonfler. Donc il y a des toasts portés par les plus éminents professeurs qui montrent toutes les qualités du séjour enchanteur d'Arcachon, et j'insiste. Pour le chemin de fer, Arcachon, c'est un sanatorium ouvert, niché dans un balcon, à la fois océanique et forestier. Donc, il y a tout un complexe que l'on va retrouver dans les affiches. N'oublions pas aussi les sociétés locales, les sociétés savantes. Là, et pas que les sociétés érudites, la société scientifique d'Arcachon, créée en 1863, mais en 1866, une remarquable exposition internationale de pêche et d'agriculture marine et qui accueille 588 exposants français et étrangers. Je rappelle aussi l'aquarium d'Arcachon, le centre de recherche océanographique. Arcachon, c'est vraiment très, très important. Et puis, il y a la littérature, mais là, j'ai pas le temps, la littérature. Il y a le journal d'Arcachon,
Mais le journal d'Arcachon, il est dirigé par Lamarque de Plaisance, le maire, et la Compagnie du Midi crée un organe concurrent, parce qu'il y a toute une dimension politique majeure, hein, le Courrier d'Arcachon, parce que donc Lamarque de Plaisance évolue négativement hein, par rapport à la Compagnie du Midi. Et la preuve, la Compagnie du Midi réussit à faire élire à la mairie en 1865. Lamarque de Plaisance est battu, le vicomte et Ricard de Thury, bon, on s'en fiche, et surtout, il est l'allié des Pereire, et le second sur la liste est le gendre d'Émile Pereire, donc Charles Ronet. Donc on voit bien les dimensions, on voit bien l'insertion politico-économique. Et puis il y a tous les guides stéréotypés, il y a notamment les guides du Barreau, Massicot, donc les villes nouvelles, Arcachon, la plage, la forêt, la ville d'hiver, je n'insiste pas. Donc on a bien une réussite, et une réussite. Émile Pereire voit qu'il y a une évolution, voit les difficultés financières, et il sépare en mai 1866, donc juste avant la faillite du Crédit Immobilier, donc il crée une filiale spécifique, la Société Immobilière d'Arcachon. Société Immobilière d'Arcachon, chargée donc du développement, et ici, lorsque le groupe Pereire est au bord du gouffre à l'automne 1867 avec la faillite de sa puissante banque, le Crédit Immobilier, qui entraîne une décrue considérable, mais qui n'est pas la faillite totale, loin de là, des affaires Pereire, donc c'est très important absolument, il réussit à sécuriser la SIA, la Société Immobilière d'Arcachon, reste à l'écart. Donc ici, la ville d'hiver est bien devenue, dès la fin des années 1860, un modèle global ferroviaire, Pereire, Compagnie du Midi, Société immobilière. La population donc augmente, 400 habitants en 1857, 10 300 habitants au recensement de 1911. Donc ce qui en fait la 3e commune de Gironde. Donc la Compagnie du Midi, avant la SNCF, a fait un effort continu de promotion ferroviaire. Au bout du rail, la plage et la villégiature. Le mouvement des voyageurs à la gare d'Arcachon bénéficie d'une progression constante jusqu'à la Grande Guerre, avec certes les étrangers de distinction, on va revenir sur la part des Bordelais. Il y a un petit trafic de marchandises, peu à l'époque, qui c'est un trafic de marchandises, de produits, de fruits de mer, mais très peu. Donc on comprend que ça a été abandonné plus tard, donc le trafic de marchandises. Ceci dit, la concurrence routière apparaît progressivement donc durant les années 20. C'est très bien montré par la thèse d'une géographe bordelaise des années 70, une disciple du doyen Papy, Micheline Kasoumouna, qui est une thèse « La vie humaine sur le littoral des Landes de Gascogne », un peu oubliée, donc qui déclare qu'en 1935, en pleine saison, pas moins d'une trentaine d'allers-retours quotidiens étaient assurés entre Bordeaux et Arcachon par les différents transporteurs routiers. Bon. N'empêche que dans les rapports annuels, la Compagnie du Midi n'invoque pour la première fois qu'en 1934 les effets de la concurrence routière. L'année 1913 représenterait un premier apogée de l'âge d'or ferroviaire d'Arcachon avec 690 000 voyageurs qui placent sa gare au 14e rang de tout le réseau du Midi, et nettement au second rang Gironde. Pour introduire une dimension comparative, avec des statistiques aussi bien en 1880 qu'en 1913, je prends les statistiques de 1913. En 1913, 690 000 voyageurs pour Arcachon, 358 000 voyageurs pour Biarritz, 153 000 voyageurs pour Bagnères-de-Luchon, qui est la première station thermale, mais quand même, la grande affaire de la Compagnie du Midi n'est pas Arcachon, c'est Lourdes. Quelle excellente affaire. Lourdes, 1 200 000, et c'est régulier. Lourdes, c'est l'excellente affaire, c'est pas Arcachon. Donc il faut quand même souligner le succès impressionnant d'Arcachon, à proximité immédiate de la métropole aquitaine. Alors j'insiste, le mode de vie pendulaire, il est ancien. Pierre Guillaume, mon maître bordelais initial, dans le nom de François Caron, il cite, je cite, dès les années 1860, les bourgeois bordelais y envoient l'été leurs familles qu'ils pouvaient rejoindre à l'issue de leur journée de travail.
C'est là un aspect très neuf d'un art de vivre local, sachant concilier labeur et détente. Et pourtant, Pierre Guillaume était très critique. Surnommé par ses détracteurs la baignoire des Bordelais, Arcachon a donné naissance au concept bien girondin du bassin, parce que le bassin, j'insiste, le bassin, ça apparaît clairement dans les années 1850 et 1860, qui a nourri toute une riche mythologie locale. Je n'insiste pas, mais donc, le phénomène arcachonnais, le miracle, la main visible de la compagnie du Midi, des Pereire, elle est très importante à Arcachon, mais la main visible de Bernadette Soubirous, de la Vierge Marie et de la Compagnie du Midi, elle est encore plus importante, puisqu'en réalité, il y a eu 3 miracles. Il y a eu au 19e Bernadette Soubirous, Lourdes, donc au 20e le Gaz de Lac, et au 21e François Bayrou. Donc on a ici absolument, Arcachon doit être effectivement relativisé. J'insiste, relativisé parce que les recettes aux voyageurs sont importantes, la gare d'Arcachon, mais c'est rien par rapport aux recettes de l'eau. Donc le trafic touristique, même dans son acception la plus large, était loin de constituer le cœur de l'activité des chemins de fer du Midi. Il n'était de façon classique, comme pour les autres compagnies d'ailleurs, qu'un adjuvant rémunérateur et surtout un levier pour diffuser des représentations positives du Sud-Ouest et du Midi, qui étaient considérés comme un espace barbare, franchement. Donc il fallait mettre des représentations positives avec des considérations climatiques. Certes, Montesquieu, théorie du climat, c'est pas la même chose, mais pourquoi pas la question de la modération. Alors, ce qui nous intéresse directement, c'est l'organisation du service ferroviaire de la desserte d'Arcachon, qui, alors, les trains de plaisir, prenons l'exemple de l'été 1900. Sur les 110 000 voyageurs, les trains de plaisir, avec une tarification très avantageuse, c'est 31 600 personnes, donc les trains de plaisir, c'est 29% du total. En 1900, les trains de plaisir, donc des allers-retours quotidiens, on a ici une statistique, c'est 29% du total. Alors, en ce qui concerne, on va voir les affiches, ça va être des avant-derniers éléments. Donc, les arguments, c'est que on diminue le record de vitesse, record de 8 heures pour Paris. Alors, apparemment, avant l'électrification, mais j'ai quelques doutes, avant l'électrification en 1925, il y a, paraît-il, j'ai beaucoup de mal à le croire, que l'exploitation entre Bordeaux et Arcachon serait faite en 55 minutes. J'ai vraiment beaucoup de mal à le croire. Vraiment, je rappelle que c'est chaque fois avantageux et surévalué, c'est-à-dire au-dessous du seuil symbolique de l'heure, transformant ainsi pratiquement la desserte en service de banlieue, ce qui est effectivement le cas aujourd'hui. Donc, exemple, en 1910, la Compagnie du Midi met pendant toute l'année en marche un train rapide d'Arcachon à Bordeaux, facilitant le retour avant dîner des personnes ayant passé la journée à Arcachon, et pendant l'été, un train express en sens inverse, partant de Bordeaux à 9h20 du soir, et permettant aux habitants d'Arcachon de rentrer chez eux à une heure moins tardive que par le train de nuit des Pyrénées. Je rappelle qu'à la question soulignée de l'interconnexion et de l'intermodalité, sur place, il y a un tramway, effectivement un tramway de 7,5 km qui relie la pointe de l'Aiguillon au nouveau quartier du Moulineau, du Vernonin, mais qui n'a été exploité que de 1911 à 1932. Les affiches ferroviaires. Donc, les affiches ferroviaires. Donc, Georges a parlé, alors il a surtout montré celle-là, les affiches ferroviaires, Georges. Donc, les affiches ferroviaires, l'âge d'or, c'est bien les années 1890-1900. C'est bien l'âge d'or. Et on voit bien, pour commenter, on voit bien qu'il y a les vocations saisonnières de la villégiature, avec la distinction du lieu est signifiée par le monument tutélaire par excellence, le casino mauresque. On a bien des kaléidoscopes. On a bien donc toutes les activités sportives. Pour moi, le tennis, très très important. Station balnéaire et hivernale. Donc là, avec les médaillons. Mais quand on voit avant ici, c'est l'hiver au golfe de Gascogne et aux Pyrénées. Où au fond, Arcachon est comparé par rapport à Biarritz et par rapport à Pau. Mais ici, on a une affiche qui est un peu anecdotique, parce que quand même la pêche au crabe, donc on voit bien 55 minutes de Bordeaux, je n'y crois pas, 55 minutes de Bordeaux, je n'y crois pas, sauf dans un rêve éveillé, 55 minutes de Bordeaux, on voit bien effectivement cette vocation.
Donc, seule la modernisation, il y a d'autres affiches, hein. Arcachon, station hivernale, la Reine du Sud-Ouest, affiche plus tardive, Arcachon, l'été, l'hiver, d'accord. Alors, en fait, seule l'électrification de la ligne en 1927 permis d'assurer très régulièrement Bordeaux-Arcachon en moins d'une heure, inaugurée en juillet 1927, comprise dans ce que l'on appela la grande électrification de Midi, celle de son artère littorale et internationale Bordeaux-Hendaye, devenue la plus importante du réseau par son trafic, parce que je rappelle qu'à l'origine, l'artère la plus importante, c'est la ligne transversale Bordeaux-Toulouse-7, au début, avant celle effectivement de change. L'adoption de la traction électrique, c'est véritablement des représentations positives du nouveau mode de vie, du nouveau mode de traction, lapsus, propre et silencieux. Postface, dernier set, hop, grandeur et servitude de la ligne TER la plus fréquentée de Nouvelle-Aquitaine, les vicissitudes de l'exploitation ferroviaire arcachonnaise au XXIe siècle, mais ici, on regarde des aveugles des banlieues sans roi, je n'apprendrai rien de nouveau avec les différents collectifs. L'ASLO est beaucoup plus efficace. Maintenant, on va voir les différents collectifs, et ce qui est intéressant, c'est le rôle justement de l'action du conseil régional. Je dirais ici quelques mots. Bon, là, c'est juste pour rappeler effectivement donc la carte. J'ai bien dit que la trajectoire de développement d'Arcachon fut continue malgré les guerres, les crises. L'électrification ferroviaire précoce, 1927, fut un levier d'innovation permanent. Permis d'assurer la liaison Bordeaux-Arcachon en moins d'une heure. Puis, je rappelle les étapes, mise en service du TGV Atlantique en 1889-1991, et qui n'est pas pour Bordeaux la LGV, puis celle, la véritable étape, c'est la LGV Tours-Bordeaux en juillet 2017, qui renforcèrent cette dynamique ferroviaire balnéaire arcachonnaise, qui bénéficie à la fois, on l'a bien vu dans la typologie hier, qui a été mise dans les 6 lignes, je ne sais pas combien, qui ont à la fois une desserte TER et une desserte TGV. Donc on a bien une desserte TGV directe depuis Paris et une desserte TER importante. La liaison TER Bordeaux-Arcachon est passée de 100,6 millions de voyageurs kilomètres en 2016, 121,1 millions en 2018, à peu près autant aujourd'hui. C'est la première liaison TER à égalité avec Bordeaux-Agen, mais à comparer avec Bordeaux-Pointe-de-Grave. Bordeaux-Pointe-de-Grave, 19,6. Donc je répète, Bordeaux-Arcachon, 121,1 en 2018, Bordeaux-Agen, 121, Bordeaux-Pointe-de-Grave, 19,6 dans le recueil des statistiques des transports en Nouvelle-Aquitaine, puisque les statistiques de la région sont quand même très très bien. Alors ce qui n'empêche pas, carte classique, hein, de toutes les nombreuses difficultés, les lignes en difficulté, je n'insiste pas ici, mais l'antenne ferroviaire atlantique arcachonnaise a eu quand même 5 avantages compétitifs. L'électrification précoce, surtout la proximité de l'agglomération bordelaise. 3. Le statut de ville moyenne, dépassant la monoactivité touristique. 4. L'insertion dans un système territorial dynamique, celui du bassin d'Arcachon. Et 5, au fond, la saturation régulière de la liaison routière, provoquant des bouchons historiques. Parce qu'au fond, le grand succès du train, c'est que c'est un enfer par la route. Un enfer absolument absolu. Nous, on a la chance d'être de l'autre côté, d'avoir un pied d'arrêt, mais là, c'est un enfer. Donc, l'économie ferroviaire d'Arcachon reste aujourd'hui ambivalente. Si, selon les slogans de la SNCF, elle offre le moyen de transport le plus écologique, elle contribue elle-même, par l'accélération fournie par le TGV et la LGV, à alimenter quelquefois le surtourisme. C'est la question du surtourisme derrière. Et comme pour l'énergie, le meilleur voyage touristique n'est pas celui qui reste virtuel, voire intérieur, ça c'est une boutade. Donc la ligne, j'ai encore tout ça, la ligne est la plus fréquentée avec ici les horaires, certes, mais avec des trains bondés aux heures de pointe classiques. Il y a des tas de réunions des comités des usagers, avec la présence pendant longtemps du vice-président du conseil régional, donc Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports de la Nouvelle-Aquitaine, de la nouvelle grande région, et chaque fois, on réclame effectivement les voyageurs dans des bétaillères. Le vice-président Renaud Lagrave, conseiller régional, répond, un train supplémentaire, c'est 500 000 € par an. On doit donc faire des choix à l'échelle de la région.
on ne peut pas privilégier un seul territoire. La réponse de la région, c'est qu'Arcachon, c'est très beau. Il y a des territoires quand même, il y a d'autres territoires à desservir, à privilégier. Donc il y a des collectifs qui se forment, mais beaucoup moins efficaces que l'ASNO, quand j'ai vu ça. Donc, c'est-à-dire ils sont nombreux. Il y a un collectif qui s'appelle donc Train d'enfer de la ligne Bordeaux-Arcachon. Avec le ras-le-bol des galériens. Je vous passe une longue interview, parce que vu l'heure, une longue interview des gens qui se plaignent en permanence, pour y avoir Hubert Bonin, les malheureux étudiants, chaque fois ils arrivaient en retard, c'était absolument absolu. Et puis, il y a un conflit entre Bobo et Bobio. Puisque la question, il y a plein de conflits entre les gens qui amènent leur vélo, parce que tout le monde n'est pas comme l'excellent président de l'histoire, Arnaud Passalacqua, qui a un vélo pliant. Et ça prend pas de place. C'est un véritable, c'est un pur. Mais ceux qui amènent avec leur immense vélo, je ne plaisante pas, il y a des conflits. Il y a des conflits, et c'est pas rien, sans compter les sangliers, bien entendu. Il y a des conflits, et les pauvres universitaires qui se suicident sur la voie aussi, donc il y a des interruptions majeures. Donc, je termine par le salut va nous venir d'Emmanuel Macron et de projets de TER, de TER, lapsus, donc le RER métropolitain, lapsus révélateur de RER métropolitain, la loi, alors après vos amis pourront commenter, la loi du 27 décembre pendant les vacances, du 27 décembre donc 2023, avec même différentes enquêtes qui ont été réalisées, donc 2 cartes. On voit qu'il y aurait même 3 lignes de ce RER métropolitain, donc une effectivement vers Arcachon. Au passage, la ligne quand même Bordeaux-Arcachon est très très utile pour la desserte d'autres stations, la desserte de tout le développement du bassin. On a une famille qui apparaît à Audange, donc tous les arrêts, c'est une ligne effectivement très très fréquentée, et effectivement avec le tram aussi, donc c'est très important. Mais il y a aussi la ligne de la Pointe de Grave. Et donc, pour terminer, participer à la grande enquête, concertation. Et puis, il y a eu le RER métropolitain, un projet au service de vos déplacements, les grands débats publics. On a un pape du débat public de l'éolien au mer, qui est ici Francis Bossier-Rofo. Donc, on a toutes ces questions. Donc, vraiment, pour conclure, avec Arcachon, quand même, c'est un peu exceptionnel. Disons que Bordeaux-Soulac, ça serait plus classique. On a un concept de villégiature plurisaisonnière par l'aménagement de la ville d'hiver. Le succès durable d'Arcachon, on a vu qu'il est dû au rail, mais c'est en quelque sorte une sorte de modèle historique, un modèle de développement touristique par le chemin de fer en France, mais un modèle qui est large, avec domaine public, domaine privé, et le développement aujourd'hui territorial, la conurbation. La Gironde, c'est le plus grand département de France en superficie. Au fond, il y a une liaison, il y a une véritable conurbation. Voilà, j'ai été trop long, mais j'en ai profité comme la fin. Bon, c'est du train de plaisir au train d'enfer. Hein, si exactement. Je vais l'utiliser pour mes sous-titres. Bon, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Georges? Alors, une question pour le premier intervenant. Donc, en termes de structure, qui célèbre 40 ans d'existence de poil à gratter, urticant et durable, mais ça va. En termes de poil à gratter aussi urticant et durable que l'ASLO, qui peut être 42 ans, première question, y a-t-il d'autres structures comparables au niveau national? Deuxième question, plus caustique et coruscante, c'est-à-dire vous avez évoqué le rôle de la flotte. Alors je suis frappé de voir que, après, dans la dramaturgie, on n'en parle pas en premier plan, même en second plan ou en troisième plan. Je vais être très caustique, je dirais que la flotte, j'ai l'impression, même s'il a un siège de concentration de la SNCF depuis le 1er janvier 1983, longtemps tenu par l'ingénieur polytechnicien Sivardière, on a l'impression qu'il y a toujours un décalage entre l'écrit, l'oral, local, le plus très corrosif, et l'intervention. Sivardière, je me rappelle très bien comme quoi il avait une chronique dans l'oral du Christian Scasso, chronique toujours subversive, demain sera meilleur, on roulera plus gratis, etc.
Et en fait, au siège de concentration, il avait un bureau à lui au 88 au Saint-Lazare, bien traité, et finalement, on voit bien que le rôle était assez peu influent. Donc, je voudrais poser la question de cette note, a-t-elle servi ou pas, elle est vraiment éminemment absente dans ton discours. Hein, moi. Quant à Christophe Boulot, je voulais rappeler simplement qu'il me semble que les Pereire, c'est quand même des malins hommes d'affaires, que sur les vertus de la sève de pain, en mobilisant des congrès de médecins, comme des actions thermales, je pense qu'un paquet de petites actions à des médecins convoqués des compagnies permettait d'avoir un discours. Voilà. Et, nous ne soyons pas dupes, hein, voilà, d'accord. Alors par contre, ce qui est très, très important, depuis ça me frappe, c'est-à-dire que Arcachon dit nous sommes ville balnéaire et ville et station hivernale. Et que ça c'est le génie du Bernard, de dire qu'il faut bien compléter le trafic toute l'année. Et ça me paraît, on a parlé depuis hier, on a dit, mais quand même, Laszlo, c'est, enfin, on a parlé que du trafic, enfin, on n'a pas assez mis à l'avant, je trouve qu'il y a peut-être deux types de trafic, il y a le trafic touristique et le trafic permanent. Hein. Alors, le colloque est centré sur quand même plutôt la plage, voilà. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce trafic, évidemment, qui a mobilisé l'assaut, vous avez compris. Voilà, ça, et je veux dire, dans le montage des équipements d'Arcachon, il manque quand même l'hippodrome, oui, qui manquait un petit peu, peut-être pour des questions de territoire, là, il y avait d'autres compensations. Alors, Pierre. Oui, sur le trafic non touristique, je vous renvoie à la note sur l'analyse du trafic que vous avez dans le dossier qui vous a été remis et qui montre bien la complémentarité et l'importance du trafic suburbain sur Nantes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes-Pornic. Alors sur la déclinaison de structures à slow à travers le territoire, c'était une des attentes qu'on pouvait avoir, et c'était une des espérances même, de convaincre la région de multiplier les structures à slow et de décliner sa politique en mobilisant les élus locaux et en multipliant les structures à slow sur l'ensemble du territoire régional. Et ça a été un échec complet. Il n'y a aucune structure de type ASLO dans la région des Pays de la Loire mise en place par la région. La seule initiative qu'il y a eu, elle a provenu de la SNCF toute seule, qui a créé des responsables de ligne, avec d'ailleurs une géographie au départ intéressante et puis qui est plus concentrée sur Nantes. Il y a eu une tentative qui est alors à l'extérieur je ne sais pas trop, mais il y a eu une tentative en Bourgogne-Franche-Comté. J'étais amené à m'intéresser à la ligne Besançon-Le Loc, avec la région avec le Grand Besançon. Et il a donc diffusé en disant que pour améliorer la ligne Besançon-Le Loc, vous devriez faire comme on a fait à Laszlo. Ça a été un moment aux deux doigts de se faire et finalement ça ne s'est pas fait. Donc c'est effectivement très curieux de voir que la structure, une structure type ASLO mobilisant les élus locaux et associant les militants, là je fais la jonction avec votre allusion sur la FNOT, n'a intéressé personne. Alors que ce serait un instrument relativement efficace potentiellement. Alors sur la lien avec la FNOT, ils étaient prévus dès le départ, je fais une allusion discrète. Vous avez donc les collectivités territoriales, les offices de tourisme, l'APH de Saint-Jean-de-Mont et un groupe technique de volontaires, d'adhérents qui s'inscrivent dans ce groupe technique. Le groupe technique est adhérent à la fois à l'ASLO et adhérent à la FNOT. Et la FNOT a joué un rôle quand même relativement non négligeable, parallèlement aux nôtres sur lesquels, comme je l'ai indiqué, on était en impasse complète, c'est sur Pornic. La FNOT a agi, je n'ai pas Gérard Gauthier qui me contredira, ni Dominique Roman, c'est eux qui ont posé et qui ont stimulé les élus locaux sur Pornic. Alors, une question. Je réponds juste, parce que, rapidement, 3 éléments très rapides. Premier élément, la collusion est bien connue, mais elle n'est pas spécifique au Pereire et au Midi, dans tout le thermalisme. Je rappelle que de toute façon, du point de vue médical, toujours aujourd'hui, rien n'est prouvé sur l'efficacité des cures thermales, donc ça c'est le débat. Second élément, alors l'hippodrome, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus, puisque dans le rayonnement et tout, c'est plutôt annexe par rapport à d'autres. Je n'ai rien trouvé sur le fait que le succès soit déterminant pendant là. 3 éléments, tu as parfaitement raison, c'est souligné. L'aspect multisaisonnier,
Aujourd'hui, l'aspect multisaisonnier, c'est plutôt que c'est la banlieue, c'est la métropolitain, donc ça se retrouve partout, dans les habitants, la conurbation. Avant, c'était la vie d'hiver, maintenant, c'est la conurbation, parfaitement d'accord. Donc, l'obsession de toute compagnie, de toute façon, c'est d'avoir une pratique multisaisonnière. On a bien vu l'adaptation entre services d'hiver, etc. D'où la question des omnibus. Et y compris pour le TER, la liaison TER Arcachon, la desserte de toutes les gares intermédiaires est très importante. Je me tais. Juste une question courte. Combien y a-t-il de kilomètres entre Bordeaux et Arcachon? Je dirais une 55 km, je dirais. 55 km. J'avais une question par rapport au trafic marchandises. Alors, tu as dit, je crois, Christophe, qu'il n'y avait plus de trafic marchandises. Trafic marchandises. Et qu'en est-il sur Pornic, Saint-Gilles-Croix-Ville? Parce que je disais hier que le préfet de la Vendée, en 1939, dans les arguments pour maintenir la ligne, avait évoqué le transport de la marée. Bon, j'imagine qu'on ne transporte plus depuis longtemps de la marée par le train. Et s'il n'y a plus de marchandises, quelle est l'explication? Est-ce qu'il n'y a pas de demande il n'y a pas de transport de matériaux suffisamment pondéreux pour être intéressant à transporter par train? Ou est-ce que c'est lié aussi aux limites de capacité de la voie unique, où déjà on a du mal à faire circuler beaucoup de voyageurs, éventuellement aussi au problème d'usure accélérée des rails avec des trains plus lourds, comment expliquer ça? Alors, ce n'est pas une question de capacité de la voie ferrée, ce n'est pas une question de capacité de l'usure des rails liée au trafic lourd, c'est simplement pour Pornic à l'absence de potentiel. Sachant que l'antenne de Paimbœuf a eu du trafic lourd jusqu'à la fin des années 90 pour desservir l'usine l'usine Pullman qui faisait le plomb tétraéthyle qui était additif dans l'essence, jusqu'à donc ce soit interdit et que l'usine ferme. Sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y avait un trafic qui n'était plus du tout celui de la marée. Le trafic de marée a disparu dès la fin des années 50 à peu près, début des années 60. Il subsistait une ligne classique de dessert d'un territoire sur lequel la SNCF avait conservé des parts de marché non négligeables, c'est-à-dire boissons, engrais, matériaux de construction, surtout l'arrivage. Il y avait un peu de départ, notamment des produits maraîchers jusqu'en 1970, des wagons de radis. Pas d'embranchement particulier. Pardon? Pas d'embranchement particulier. Si, embranchement particulier à Chaland. Il y avait 3 embranchements particuliers à Chaland pour recevoir justement la grande distribution, donc engrais, boissons et matériaux de construction. Il y avait un embranchement particulier à Machecoul d'une distillerie qui recevait des wagons d'alcool de Saint-Nazaire et faisait de la vodka. Et puis les usines Beneteau, puisqu'on est dans le secteur où le foyer initial, le siège social et le foyer initial du premier constructeur de bateaux de plaisance d'Europe et du monde, les usines Beneteau ont été embranchées à Comitié et ont fait jusque fin des années 90 de temps en temps, épisodiquement, des trains complets de bateaux. Ils avaient même aménagé des wagons plats avec un trou dans le plancher de wagon plat pour mettre la quille des bateaux et respecter le format. Mais ça a été très déclinant et c'est donc la perte de compétitivité du fret ferroviaire, l'incapacité à assurer des expéditions régulières qui entraîne la disparition du fret, y compris vous avez sur le plan sur la carte de Nantes-Atlantique, l'ancienne voie ferrée de Nantes-Sagilles desservait des plateformes logistiques de Super U notamment avec des trains complets de sel, des trains complets d'eau minérale, et même ça par train complet a disparu. Ça vous donne une idée de la perte de compétitivité du rail.